une ergonomie fluide. Le cerveau, il marche par contraste. Une stimulation intellectuelle. De créer de la surprise. Pour moi, c'est vraiment l'émotion. La dimension sociale. Toujours faire de nouvelles choses. Et en fait, dans la recherche, ils ont comparé les deux. Et ça nous donne un scénario original à chaque fois. Simplifier la vie aux utilisateurs. C'est presque déontologique. Alors qu'en fait, tu as toujours à apprendre, même si quelque chose ne fonctionne On pas. a créé un Living Lab. Prendre tout l'écosystème qui existe pour bien comprendre. Ça peut être un levier très fort pour une expérience utilisateur positive. Bienvenue dans cet épisode spécial de Cogito Ergo Sum, le podcast qui s'inspire de tous les domaines pour décortiquer les ingrédients d'une expérience utilisateur mémorable. Embarquez avec moi dans cette synthèse de tout ce que j'ai appris depuis un an à travers les nombreuses rencontres que j'ai pu faire. De la BD à l'industrie, en passant par l'urbanisme et les jeux, des neurosciences à la psychologie, si vous ne deviez écouter qu'un seul épisode, c'est celui-ci. Dans cette analyse personnelle, soutenue par des extraits audio des épisodes du podcast, je vous récapitule tous les trucs et astuces qui ont été mentionnés dans les épisodes précédents, qu'ils concernent les outils et méthodes pour aboutir à une expérience mémorable ou les ingrédients eux-mêmes. Allez, c'est parti! Cet épisode est la suite d'un échange initié dans un épisode précédent, que je vous recommande d'écouter avant de débuter celui-ci. Embarquez ensuite avec nous dans la suite de cette discussion pour en apprendre plus sur ce sujet passionnant. C'est le moment de faire notre petite parenthèse sur la phase de delivery. Comme je l'ai mentionné en intro, c'est quelque chose que j'ai pas spécialement creusé dans les questions que je posais, mais voici les points qui sont ressortis naturellement et qui m'ont parlé. Premièrement, faire valider les specs avec le client, et à chaque étape, pour éviter de revenir en arrière. Deuxièmement, j'ai noté que dans plusieurs domaines que j'ai explorés, c'est la personne qui a identifié les besoins, qui écrit les specs et qui suit ensuite la mise en œuvre. Par exemple, dans l'automatisme industriel, Aurélie m'expliquait que c'est elle qui rencontre le client pour comprendre le besoin, qui va observer sur le terrain pour comprendre les contraintes, qui imagine la solution, qui spécifie, puis qui code l'automate, et qui suit ensuite la livraison, forme les techniciens sur le terrain, et ajuste si besoin suite au retour utilisateur. Elle fait toute la chaîne, et pour elle c'est hyper important. Je vous laisse écouter. Quand on fait pas jusqu'à la fin, on a vraiment l'impression d'avoir quitté le bateau avant qu'il arrive à quai, et on n'a pas ce côté de finalisation où on est satisfait de ce qu'on a fait, on voit où ont été aussi nos erreurs, puisque ça nous arrive de ne pas avoir optimisé les choses. Et puis voilà, je pense que dans la mise en service, ce qu'on apprécie tous, c'est de voir cette machine fonctionner toute seule, et puis apprécier d'avoir simplifié la vie aux utilisateurs, et de savoir que ils vont rentrer chez eux, ils seront moins fatigués, ou ils ont de se sentir utiles finalement dans notre métier. Donc quand on ne suit pas la machine jusqu'au bout, c'est plus compliqué de ressentir ça, parce qu'on va avoir un retour. Oui, la mise en service de ta machine s'est bien passée, et puis c'est tout. Mais on n'a pas vécu les choses, quoi. Ça me parle beaucoup, car c'est toujours frustrant pour moi quand j'ai pas ce luxe de suivre le projet de A à Z. Ça fait écho également au rôle de POUX que je défends régulièrement, car selon moi, quand on a fait tout le job du UX Research, les entretiens, l'observation, etc., tout ce dont j'ai parlé dans la phase Discovery, puis du UX Design, donc le co-design, le maquettage, les tests sur prototypes, etc., en fait, à ce moment-là, la marche à monter pour écrire les specs soi-même et expliquer les besoins aux développeurs, elle est vraiment petite. Et ça permet d'éviter la perte d'informations. Troisièmement, s'améliorer en continu grâce à des cycles courts. Ça, c'est Gaëtan qui m'en a parlé dans l'épisode d'octobre, car il fait des réunions toutes les semaines avec son équipe animation pour parler de ce qu'il pourrait améliorer dans le bar à jeux. Comme source d'inspiration sur ce sujet, toujours grâce au bar à jeux, j'ai bien aimé l'idée du soft opening. Ça, c'est une idée qui vient du Canada, où ils font ça très souvent, a priori. C'est une ouverture progressive avec accès restreint au public, sur invitation, pour se roder et récolter des feedbacks. Alors ça permet aussi de créer de l'attente vis-à-vis du public qui n'a pas encore accès, mais surtout ça permet de s'ajuster très vite. Dans leur cas, ils ont ouvert seulement 3 jours par semaine pendant 1 mois, et les 3 autres jours, ils étaient 100% dédiés à l'amélioration des process. Là, on peut faire le lien avec les tests utilisateurs, puisqu'il y avait une forme d'observation des clients en situation réelle, et puis de débrief avec eux au moment où ils passaient à la caisse. Et aussi, on peut faire le lien avec la notion de version bêta, qu'on va faire tester à un sous-ensemble des utilisateurs. Un peu dans la même veine, l'urbaniste m'a parlé de préconfiguration. L'idée, c'est d'installer des choses temporaires pour acclimater et tester. Sur la place Grand Clément, par exemple, à Villeurbanne où j'habite, ils ont fait différents tests ces dernières années en installant du mobilier urbain temporaire, et puis ils ont observé, ils ont interrogé et ils se sont adaptés. Quand il y a eu des dégradations, par exemple, ils en ont déduit que c'était pas une très bonne piste.
Cette approche, elle permet d'acclimater les gens petit à petit et de limiter la rupture entre un désir et une réponse 3 ans après. Dans l'urbanisme, c'est particulièrement le cas. Entre l'expression du besoin et la livraison du chantier, il se passe plusieurs années. Mais dans le logiciel, c'est courant aussi. Donc là, on rejoint la notion de livraison continue et la nécessité de livrer des versions d'un logiciel non fini mais utilisable pour commencer à apporter de la valeur petit à petit. Sur le thème de l'évaluation, ce qui ressort, c'est la nécessité d'aller tester régulièrement auprès de la cible. Même si Charles me disait aussi qu'une méthode d'évaluation simpliste qu'il utilise, c'est la suivante. C'est un truc qu'on s'est dit dès le début, vraiment. On s'est dit, ce jeu-là, est-ce que j'irais le faire avec mes potes ou avec ma famille le week-end? Est-ce que moi j'irais le faire? Ça, c'était la spéciale sauce. Ok. Ouais, on s'est toujours dit ça. Est-ce que c'est assez cool pour que moi je dise, ah bah tiens, j'ai mes frères et sœurs là, ou je sais pas qui, tiens, on va faire ça cet après-midi. Ceci dit, ça l'empêche pas de faire des tests utilisateurs par ailleurs, avec des vrais joueurs potentiels. Ce qui est important, c'est d'une part d'aller tester, mais surtout de tenir compte des retours. Je vous mets l'anecdote que Fanny m'a racontée à ce sujet. Parce que je pense que quand on fait un truc tout seul et que on se dit en fait j'ai besoin de personne ni pour me relire, ce que je fais ça va être génial, en fait je vois pas comment tu peux te remettre en question si finalement le truc marche pas, alors qu'en fait t'as toujours à apprendre, même si quelque chose ne fonctionne pas, tu peux te dire ok c'est bon, je vois où je peux m'améliorer. Et je pense que s'entourer et accepter parfois les retours qui vont pas dans le sens qu'on pensait, mais qui en fait je sais plus qui avait vécu ça, une personne qui avait pas voulu écouter un conseil qu'on lui avait donné, avait fait le livre comme elle l'entendait en disant tant pis pour ce truc là, et en fait quand le livre est sorti tout le monde a relevé ce truc là, et en fait ça a presque pêché sur les achats de ce bouquin, et donc elle s'en est mordu les doigts, et du coup c'est dit ok, donc en fait il y a des sons de cloche à écouter et une remise en question à appliquer. Un autre élément que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait de faire de l'évaluation à chaud, c'est-à-dire un débrief juste après avoir utilisé l'outil, mais également à froid, c'est-à-dire à distance dans le temps. Ça fait écho au choix du terme « expérience utilisateur mémorable » dans la baseline du podcast. J'ai choisi le terme « mémorable » en souvenir d'une conférence de Karine Lallemand dans laquelle elle expliquait l'importance du souvenir de l'expérience plus que de l'expérience elle-même. Car finalement, c'est ce souvenir qui conditionne le fait de réitérer l'expérience ou de la recommander à nos proches. Et malgré le fait que ça m'avait énormément parlé, au point de l'intégrer dans la thématique de mon podcast, c'est en fait quelque chose que je fais très peu, l'évaluation à froid. C'est surtout Charlotte qui m'a parlé de ça, la neuroscientifique qui a monté sa boîte de consulting en design et évaluation de produits dans les domaines des cosmétiques et du luxe. Elle encourage à réinterroger les personnes quelques semaines plus tard, et elle est questionnée sur les idées d'amélioration qu'elles ont pu avoir depuis leur expérience avec le produit ou le service. Là, on revient sur ce que disait la chercheuse en créativité, se laisser du temps. Et puis éventuellement, à montrer à nouveau le produit pour avoir un avis à froid. On peut aussi proposer aux utilisateurs un journal de bord sur cette période, pour noter des choses si elles ont la possibilité d'utiliser le produit entre-temps. Une fois ces généralités introduites, on peut s'intéresser aux méthodes pour évaluer. L'approche dont j'ai le plus souvent parlé avec mes invités, c'est celle des tests utilisateurs. En particulier, Océane et Grégoire m'ont parlé de ce qu'ils ont mis en place à Nemera, qui, je le rappelle, a choisi de mettre l'expérience utilisateur au cœur de la stratégie de l'entreprise. Alors d'abord, dans les locaux que j'ai pu visiter, il y a un vrai labo pour faire des tests utilisateurs, avec un espace d'observation et un espace de test, séparés par une vitre sans teint. Ce qu'ils ont appris au fil des années, c'est que c'est bien d'avoir beaucoup d'espace pour observer, plus que pour être avec le patient, pour inciter les parties prenantes à aller du côté observation et à pas perturber le patient. Ils ont aussi remarqué, après quelques tests, que c'était mieux d'avoir une caméra fixe. Je vous laisse écouter. Où historiquement, ils avaient des caméras un peu joystick, type caméra de sécurité, multi-orientable, zoom, etc. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était pas évident parce qu'il fallait un opérateur pour contrôler ces orientations de caméra. Donc en back-office, dans la salle d'observation, quelqu'un en manette sur un joystick qui était finalement qu'un pilote de caméra. Ouais. Mais qui ne consacrait pas son attention à ce qui se passait, mais plus à la technique de zoomer, etc. Et puis ces caméras, aussi sophistiquées soient-elles, ça fait des petits bruits de rotation, c'est tout bête, mais en fait le patient est finalement plus embêté par une caméra dont il entend un mouvement, donc ça va perturber son attention. Donc on a tiré ces enseignements-là, et on s'est calqué sur le même type de moyens techniques, de streaming, et c'est qu'aujourd'hui on est capable de streamer de la même façon
sur nos salles d'observation à Chicago, sur nos salles à Lyon. Avec Charlotte, consultante dans le luxe et les cosmétiques, on a parlé de l'importance d'être plusieurs à observer pour capter tous les signaux faibles, et aussi de la posture du consultant qui doit d'avoir très peu de certitude, d'avoir en quelque sorte une suspension du jugement pendant toute la période de test, pour éviter de tomber dans le piège du biais de confirmation. Et aussi l'importance d'être attentif à ce qui n'est pas mentionné. Océane de Nemera m'a aussi parlé des biais cognitifs, qu'elle essaie d'éviter au maximum en soignant la formulation de ses questions lors des entretiens de débrief notamment. En fait, on a vite fait d'influencer les réponses avec une formulation orientée, donc c'est important d'être vigilant là-dessus. Avec Guillaume, chercheur en UX, on a évoqué 3 sujets qui ont été étudiés par les labos de recherche scientifique. Le nombre de personnes minimum pour déceler les principaux problèmes d'ergonomie. Parfois on dit, ben voilà, un test utilisateur, à partir de 5 utilisateurs, on couvre 80% des problèmes. Oui, je crois que c'est un peu un petit raccourci, ça, de... C'est ça. C'est un raccourci. Je pense que ça vient de Nielsen, qui a travaillé avec Mollrich là-dessus. Effectivement, c'est un raccourci. C'est pas complètement faux. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'a apporté la recherche. Et il y a quelques publications là-dessus qui ont cherché à justement contredire ou vérifier cette sorte de loi. Et je pense à une recherche assez récente, dans les années 2000-2010, qui a comparé justement le nombre de problèmes ou le pourcentage de problèmes qui étaient couverts par les tests utilisateurs en fonction du nom d'utilisateur. Et c'est une chercheuse, elle trouve pour 10 utilisateurs 85% des problèmes, donc on est un peu plus que 5 utilisateurs 80%, et 95% de problèmes couverts avec 20 utilisateurs. Okay. Donc là, du coup, on voit qu'on n'est pas si loin de ces fameux 5 utilisateurs. Ouais. Mais là, c'est prouvé scientifiquement, et on sait qu'il en faut un petit peu plus que 5 quand même, malgré tout. Mais c'est pas non plus 50. La seconde étude dont il m'a parlé s'intéresse à la manière de mener les tests utilisateurs. En termes d'animation, est-ce qu'on fait verbaliser les personnes en leur posant des questions, en étant directif, ou est-ce qu'il vaut mieux les laisser comme ça, librement, exprimer, en fait, penser à voix haute, et librement exprimer ce qui leur passe par la tête? Et en fait, dans la recherche, ils montrent, ils ont testé les deux, ils ont comparé les deux, et ils montrent qu'il y a spontanément plus de verbalisation quand la personne n'est pas dirigée. Okay. Donc, du coup, en fait, moi, j'avais un peu la crainte que les gens ne me disent pas grand-chose, mais en fait, pas du tout. Ils disent même plus de choses quand on leur demande pas de s'exprimer en répondant à des questions très précises. Et c'est aussi plus riche, en fait. Ils expriment, alors c'est un peu plus redondant, parfois ils disent un peu la même chose, mais ça couvre en fait plus d'aspects du UX et ils vont même un peu plus loin que si vraiment on vient leur poser des questions précises. Ah, okay. Voilà, en fait, leur poser des questions précises, ça ferme peut-être un peu leur pensée, je ne sais pas. La dernière étude s'intéresse à l'impact du niveau d'aboutissement des maquettes basse ou haute fidélité sur la qualité des retours récoltés. Souvent, on dit que c'est bien de commencer sur des maquettes basse fidélité pour que les utilisateurs se sentent libres de faire des critiques, en fait, sans avoir l'impression de critiquer un produit final. Ouais. Et ça, effectivement, ça se confirme plus ou moins, c'est-à-dire que quand on compare une maquette basse fidélité et haute fidélité, il n'y a pas tellement de variation en termes de retour qui est fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de variation non plus sur l'esthétique, en fait, du prototype, qui soit basse fidélité papier-crayon et plus haute fidélité avec des éléments d'interface, des éléments graphiques. En fait, les utilisateurs ne jugent pas l'interface plus finie comme plus esthétique. Okay. C'est comme s'ils imaginaient le produit final, ou qu'il y avait peut-être aussi un peu plus d'indulgence, mais en tout cas, ils ne démontent pas le prototype papier. Ouais. Donc c'est aussi intéressant parce qu'on sait que l'esthétique peut jouer sur la perception, la facilité d'utilisation, etc. Donc si je résume ce que dit la recherche, faites des tests avec des groupes d'une dizaine de participants, interrompez-les le moins possible et ne vous inquiétez pas de présenter des maquettes basse fidélité. Avec Guillaume, on a aussi parlé des questionnaires, puisque c'est un sujet qu'on aime beaucoup tous les deux. Alors d'abord, on peut se demander pourquoi mesurer la qualité de l'UX de manière quantitative. À quoi ça sert ? Selon Guillaume, c'est un peu un thermomètre pour s'assurer qu'on va dans la bonne direction.
Ça permet par exemple de comparer au fur et à mesure des itérations ou de comparer des produits entre eux et de se positionner aussi par rapport à la concurrence. Si on le fait régulièrement, on pourra parfois observer une baisse de la qualité de l'expérience utilisateur si de gros changements de parcours utilisateur sont proposés, parce que ça génère une problématique de réapprentissage de l'interface par les utilisateurs et les utilisatrices. Si on observe ça, ça peut être ok, mais il faut être sûr que les gens vont apprendre facilement. Donc si on le mesure en faisant passer le questionnaire à la fin d'un test utilisateur, ça peut être bien d'anticiper les problèmes d'appropriation et d'accompagner celle-ci lors de la mise en production de la nouvelle version. Et puis les questionnaires, ils sont complémentaires aux tests utilisateurs, qui eux sont qualitatifs. Et ce sont de bons outils de communication également. Il faut savoir qu'il existe des questionnaires standardisés pour mesurer plein de choses. Par exemple, il m'a parlé du Cool questionnaire, qui mesure la coolitude d'un produit. Il existe aussi de nombreux questionnaires pour le profilage des personnes. Leur familiarité avec la tech, les addictions aux réseaux sociaux, ce genre de choses. En tout, Guillaume a répertorié une centaine de questionnaires utilisables dans nos métiers, et il en détaille une vingtaine dans son livre « Évaluer l'expérience utilisateur » qui vient de sortir aux éditions Erol. Pour conclure cette partie sur les bons outils pour aboutir à une expérience utilisateur mémorable, j'aimerais faire une parenthèse sur l'évaluation de la mémorabilité d'une expérience. Car si c'est le but à atteindre, ce serait bien de pouvoir le mesurer. J'en ai discuté avec Charlotte et Nadine, et j'y ai réfléchi de mon côté également, et voici ce que j'aurais envie de tester sur un nouveau projet. J'aimerais bien recontacter les personnes qui ont participé à un test utilisateur quelques semaines plus tard, et leur poser les questions suivantes. D'abord, est-ce que ça vous est arrivé de parler de ce produit ou service autour de vous ces dernières semaines? Si oui, dans quel contexte? Notamment, est-ce que c'était un partage d'expérience spontané, ou est-ce que c'était en réaction à quelque chose que vous a dit la personne à laquelle vous en avez parlé, et qui vous a fait penser que ça l'intéresserait? Et qu'avez-vous dit? Faites comme si j'étais cet ami qui vous en reparle en disant « Tu m'as parlé d'un truc l'autre jour, mais j'ai oublié. Tu peux me réexpliquer? À quoi ça sert? Comment ça marche? Les avantages et les inconvénients ?» Et si ça n'est pas arrivé, que diriez-vous si vous vouliez le décrire à un ami qui aurait un besoin en lien avec le produit ou service? Pareil, à quoi ça sert? Comment ça marche? Quels sont les avantages et inconvénients? Ces questions permettent d'identifier ce dont la personne se souvient, et donc d'une certaine manière, si l'expérience était mémorable ou non, et si elle a été suffisamment satisfaite pour en parler autour d'elle. On pourrait éventuellement combiner ces questions à un questionnaire quantitatif de mesure de la qualité de l'UX qu'on aurait déjà fait passer lors de l'évaluation à chaud pour comparer, et voir si le souvenir de l'expérience est meilleur ou moins bon que l'expérience elle-même. Si on observe que le score est meilleur lors de l'évaluation à chaud que lors de l'évaluation à froid quelques temps plus tard, il pourra s'avérer nécessaire de travailler sur les ingrédients de mémorabilité dont on va parler maintenant. Les bons ingrédients. J'ai beaucoup parlé des outils pour concevoir une expérience utilisateur mémorable. Attaquons-nous maintenant aux ingrédients qui la composent. Pour identifier ces derniers, je me suis appuyée sur 3 ressources. D'abord, les réponses à la question que je posais à la fin de chaque épisode. Je demandais toujours « Est-ce que tu pourrais me raconter une expérience mémorable pour toi ?» Ça peut être dans le domaine numérique ou pas du tout. Ensuite, les réponses de Nadine Ravel, la directrice de recherche en neurosciences qui travaille sur la mémoire, que j'ai interviewée dans l'épisode 9. Enfin, un questionnaire que j'ai diffusé aux personnes inscrites au Meetup et sur les réseaux sociaux. Le lien vers le questionnaire est en description du podcast, et si vous n'y avez pas encore répondu, ce serait vraiment top de le faire là maintenant. Du coup, vous mettez pause, vous répondez, franchement ça prend 5 minutes, et si vous êtes vraiment trop sympa, vous le diffusez à vos proches, vos collègues, vos cousins, vos cousines, tonton Roger, tata Denise, votre voisine, votre garagiste et les adhérents de votre asso de badminton. J'aimerais vraiment dépasser une centaine de réponses et avoir également des retours de personnes qui travaillent pas dans le numérique pour augmenter la fiabilité des résultats. Pour l'instant, j'en ai seulement une 30. Je compte sur vous. Hein. Allez, on met en pause, on remplit. C'est bon, c'est fait? Non? Bon. Ceci étant fait, entrons dans le vif du sujet. J'ai identifié 5 ingrédients principaux pour que l'expérience, l'interaction avec le produit ou le service, soit mise en mémoire. Alors je le rappelle, on souhaite ça car ça permet d'augmenter la fidélisation et les recommandations. Si je me souviens pas avoir interagi avec un produit, aucune chance que j'en parle autour de moi. Le premier ingrédient, ça va être les émotions. Les émotions positives, elles favorisent la mémorisation, qu'elles soient contenues dans ce qu'on essaie de mémoriser ou bien qu'elles soient contextuelles. Donc c'est plus probable que je me souvienne d'une interaction avec un produit ou service si j'ai ressenti des émotions pendant cette interaction.
Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour générer des émotions positives chez nos utilisateurs et utilisatrices? Oui, positives, parce qu'on ne veut pas être mis en mémoire dans les cas des expériences merdiques, clairement. Donc les leviers que j'ai identifiés sur ce sujet-là, c'est surtout dans le tout premier épisode avec Charles, qui a créé des jeux d'aventure en extérieur et qui utilise beaucoup le storytelling. Je vous laisse écouter. À Cluse, le sujet du client, c'était la fondation du monastère de la Chartreuse en 1200 AD, je sais plus. Donc on a pris ça, qu'on a mixé avec l'histoire de Jon Snow dans Game of Thrones. Okay. Parce que le moine qui fonde la Chartreuse, c'est Jean d'Espagne. C'est John Spain. Et en fait, si tu veux, il vient fonder sa Chartreuse dans les Alpes, il part d'Espagne, qui nous a fait tout de suite penser à Port-Réal dans Game of Thrones. Il vient d'Espagne pour aller fonder la Chartreuse dans les Alpes. À l'époque, c'est glaciaire, limite. Donc c'était vraiment le roi au-delà du mur, quoi. Et donc pour fonder ce monastère, dans le jeu, il va avoir plein d'embûches, quoi, avec des forces du mal qui vont essayer de l'empêcher de fonder le monastère, parce qu'il va amener, lui, la culture, l'école, la médecine, dans une vallée où les gens, c'était la loi du plus fort, c'était ultra sauvage avant qu'il y ait ce monastère, il a amené la civilisation. Et donc, en mixant l'histoire réelle et une rêve qu'on aime bien, Jon Snow dans Game of Thrones, eh ben on a le secret du reposoir, donc cet explore game, qui a vraiment une touche très particulière. Donc pour le scénario, on fait toujours ça. On prend le sujet du client, on mixe avec une ref qu'on aime bien, mais ça peut être n'importe quoi. Hein. Il y en a qui sont fans de tel BD, voilà. Donc, et ça nous donne un scénario original à chaque fois. Okay. On est sûr d'avoir quelque chose d'unique. Alors c'est pas évident de l'appliquer à toutes les situations, mais apporter un peu de fun via une référence issue de la pop culture, ça peut être un levier à tester. Il m'a parlé aussi du fait d'utiliser le schéma narratif. Ensuite, pour l'aspect déroulé du jeu, on se base systématiquement sur un truc bateau qu'on a appris en première, je crois, ou seconde. C'est le schéma narratif simple. C'est-à-dire que les gens, tu les emmènes dans l'histoire en disant, voilà, tout allait bien dans le meilleur des mondes jusqu'à ce qu'il se passe un truc terrible. Et donc, vous devez venir jouer parce que pour gérer ce truc terrible, eh bien, vous devez résoudre les énigmes et les défis. Et dans le jeu que tu as fait, c'était, si ma mémoire est bonne, la quête des 3 géants autour du palais idéal du facteur cheval, c'est ça, ouais. Voilà. Donc tout allait bien jusqu'à ce qu'une des statues du palais se rebelle et quitte le palais en prenant la pierre d'angle et tout le palais menace de s'écrouler. Terrible, terrible. Et toi, tu dois aller aider les 3 géants à revenir au palais et à ramener la pierre, c'est pas la pierre d'angle, je sais plus quelle pierre. Enfin, la pierre centrale qui fait que le palais tienne à la fin. Là aussi, ça se prêtera mieux à certaines situations qu'à d'autres, mais on peut essayer d'apporter cette dimension aventure dans certains produits. C'est ni plus ni moins que de la gamification, finalement. Le deuxième ingrédient, c'est la nouveauté, ce qui rejoint finalement les émotions avec la notion de surprise agréable. Dans les exemples de souvenirs mémorables que j'ai recueillis, il y avait parfois aussi la notion d'émerveillement, liée à quelque chose de nouveau, très esthétique. Selon Nadine, le cerveau, c'est un détecteur à nouveauté. Notre cerveau, c'est un détecteur de nouveautés. Si on lui propose des choses qu'il connaît déjà, il peut réactualiser ses connaissances, mais il peut avoir aussi tendance à laisser passer comme une espèce de filtre. Ça, c'est pas très intéressant, c'est pas la peine que je passe de l'énergie à ça. Ouais. En revanche, si quelque chose m'est présenté d'une façon légèrement différente à ce que je connais et attractive, ça peut être un levier très fort pour une expérience utilisateur positive. C'est cohérent également avec ce que m'expliquait Charlotte au sujet des cosmétiques et du fait qu'on fonctionne par contraste, par comparaison. Il n'empêche qu'en termes de verbatim et de ce qui est dit et de ce qui est vécu, on le voit, la première crème, c'est plus objectif parce que c'est la première qu'ils découvrent. Donc ils aiment pas, ils ont des ressentis assez francs. Et puis sur la deuxième, ça va être, ah ouais, mais celle-là, je la trouve plus grasse que celle d'avant, mais en même temps, l'odeur, je crois que je la préfère à celle d'avant. Et ils vont tout de suite dans le tête être dans le comparatif. Donc on a plus de mal après à extraire de la valeur propre du produit, vu qu'on peut pas, même si on a beau leur dire de ne pas comparer et de tester chaque produit indépendamment, notre cerveau marche pas comme ça. Notre cerveau, il marche par contraste. Si je vois un bleu après un jaune, de toute façon, je suis influencée par le fait que j'ai vu un jaune avant, donc je le trouverai plus vif. Bref, je suis forcément influencée par ce que j'ai vécu juste avant ou juste après, ou ce que je vais vivre juste après. Donc on fait de plus en plus de la un panel avec un seul produit. Et on en tire des choses intéressantes. Après, le seul enjeu est de s'assurer que les panels soient tous les deux qualifiés de la même façon, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'effet du panel.
mais ça marche bien. On peut exploiter cet ingrédient à plusieurs niveaux. De manière macro, en proposant un service qui se différencie de la concurrence. Ça peut se passer en amont de l'expérience, et dans ce cas, c'est peut-être ce qui motive la personne à tester le produit ou le service. Mais ça peut aussi se passer pendant la première expérience, en proposant quelque chose d'un peu waouh qui n'était pas attendu par la personne, et qui va ancrer le souvenir de l'expérience autour de ce moment de surprise agréable. Ça peut aussi se passer pendant la première expérience en apportant de la diversité au cours de cette première expérience. On essaye pour chaque défi qui est une expérience utilisateur différente, un défi de réflexion, un défi d'observation, de rapidité, de manipulation, d'écoute. Enfin, on essaye vraiment de faire des défis très variés pour surprendre et puis pour toujours renouveler l'intérêt à chaque défi. Et puis ça peut se passer lors des expériences suivantes, en apportant de la nouveauté régulièrement pour continuer à stimuler l'intérêt. Par exemple en proposant des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux contenus, des éléments débloqués, ce genre de choses. Apporter de la nouveauté, c'est typiquement ce qu'essaie de faire Gaëtan dans son bar à jeux. Et je sais qu'il y avait une phrase qui paraît que les parents d'Alex nous avaient dit il faut toujours penser à vous renouveler, quoi, tu vois, toujours faire des nouvelles choses, parce que ça veut dire que votre lieu est vivant, quoi. Quand tu commences à tourner un peu sur des habitudes et que tu fais les mêmes choses, ça veut dire que ton lieu il est en train de péricliter. C'est-à-dire que pour un lieu d'accueil de public et un lieu de divertissement, c'est clairement toujours ça la règle, tu vois. Essayer de toujours surprendre, surtout dans des villes comme Lyon qui sont des grosses villes où il y a 1000 lieux, tu vois, il y a 1000 concepts, 1000 trucs. Toi, t'as intérêt à pas un peu t'endormir sur tes lauriers, quoi. Ouais. Donc, autant au niveau de la cuisine qu'au niveau du bar, qu'au niveau de l'animation, de toujours rester alerte, quoi, sur les nouvelles choses. Par rapport à tout ça, Nadine a évoqué le fait que c'était intéressant d'osciller entre une routine agréable et une nouveauté ou une émotion positive, pour permettre au cerveau de déceler les contrastes. Ça fait écho aussi au témoignage de Gaëtan qui dit que la nouveauté ne doit pas forcément être au détriment de la familiarité, qu'on peut très bien combiner une dose de familiarité, de confort, de rassurant, avec des touches de nouveauté. Ça me parle beaucoup, ça, parce que c'est quelque chose qu'on me demande souvent de faire quand je travaille sur la refonte d'un logiciel. Moderniser sans perdre les anciens utilisateurs qui aiment le logiciel et qui vont pas apprécier, qui s'y retrouvent pas leurs repères. Le troisième ingrédient, c'est l'impact sur l'utilisateur. Gain de temps, gain de bien-être et impact sur l'estime de soi, c'est 3 paramètres qui semblent jouer beaucoup plus que le gain d'argent, par exemple. Ça, c'est un résultat que j'ai obtenu avec ma 30aine de réponses au questionnaire. Ça se confirmera ou pas quand j'aurai plus de données grâce à vous. Ce qui est sûr, c'est que l'impact sur soi, c'est une forme de récompense. Le levier pour exploiter cet ingrédient, il est assez banal, mais je le mentionne tout de même. Selon moi, c'est crucial de concevoir son produit ou service de manière à ce qu'il apporte quelque chose de réellement bénéfique aux personnes qui l'utilisent. Les 4e et 5e ingrédients, ils sont un peu moins clairs, mais on va en parler quand même. Le 4e, c'est la dimension sociale. Le fait d'avoir des échanges sociaux, c'est également une forme de récompense, en tout cas pour la plupart des gens. Les récompenses sociales, sous forme de likes, commentaires, ce genre de choses, c'est quelque chose de très puissant. C'est le modèle des réseaux sociaux, où on a envie de publier et de revenir sur l'application pour consulter les réactions. Alors là, bien sûr, il faut mentionner la question éthique que ça pose, en termes d'addiction particulièrement. Quelque chose qui fonctionne bien aussi, c'est les notions de compétition et de coopération. Donc avoir un classement, susciter les interactions et l'entraide. Ça, c'est les ingrédients clés dans les active games, les salles de défis qu'on retrouve dans le bar à jeux de Gaëtan, qui se jouent en 15 minutes. Et clairement, pour lui, c'est indispensable d'avoir de la coopération ou de la compétition et des interactions entre les joueurs. Enfin, ce qui semble très intéressant à creuser, c'est la notion d'expérience partagée. Ça, c'est facile à comprendre parce que ça permet d'en reparler avec les gens avec qui on a partagé l'expérience, et donc de consolider la mémoire en évoquant le souvenir. J'ai dit tout à l'heure que c'était moins clair cet ingrédient-là, car tout ça, c'est des choses dont on m'a parlé dans le cadre du podcast, mais qui ressortent pas du tout dans les réponses au questionnaire que j'ai diffusé. Alors peut-être à cause de la formulation. Par exemple, quand je parle du service que j'utilise pour gérer le contrat de mon assistante maternelle, qui est pour moi une expérience mémorable, je me dis surtout qu'il me procure un gain de temps, un gain de bien-être, parce que j'ai moins de stress, et un sentiment de sécurité, j'ai moins peur de faire une connerie. Mais je pense pas naturellement au côté social. Pourtant, le fait qu'on l'utilise à 2 avec mon conjoint, ça en fait une expérience partagée dont on peut parler. Idem pour ma mère qui a repensé à son expérience de réalité virtuelle. Est-ce que le fait que ce soit mon frère qui lui ait fait tester, et qu'on ait tous testé tour à tour, et qu'on en ait reparlé ensemble juste après, est-ce que ça n'a pas joué ? Dur à dire. Une dernière chose quand même autour du lien social, plus de l'ordre de l'ouverture, c'est qu'on s'est rendu compte en discutant avec Gaëtan que l'expérience employée, donc des collaborateurs qui travaillent dans l'entreprise, elle était clé dans le domaine du service. Dans son cas, si les employés travaillent dans des conditions difficiles, ils seront moins aimables,
moins disponibles, les commandes elles mettront plus de temps à arriver si c'est mal organisé, et donc l'expérience client sera moins bonne. Je trouve que c'est intéressant. Au-delà de l'aspect moral évident que c'est bien de bien traiter ses employés, c'est intéressant de s'interroger sur l'impact que peut avoir la qualité de l'expérience employée sur la qualité de l'expérience utilisateur finale, et donc sur son business. Et enfin, le 5e ingrédient, lui c'est l'inverse. On en a assez peu parlé en interview, mais il ressort dans le questionnaire. C'est la notion de stimulation intellectuelle. Ce qui est amusant, c'est qu'il ressort très fort quand je demande de penser à une expérience mémorable en lien avec la vie professionnelle, mais pas du tout quand je demande de penser à quelque chose en lien avec la vie quotidienne ou avec les loisirs. Alors c'est pas surprenant non plus, mais c'est intéressant d'observer que selon le type de produit ou service auquel on pense, les ingrédients clés seront pas forcément les mêmes. Par contre, du coup, je sais pas trop quoi vous dire sur cet ingrédient-là, puisqu'on m'en a très peu parlé. Désolée. Voilà pour les ingrédients clés. Maintenant, sur cette question, Johanna a fait sa thèse au Bell Lab sur les expériences mémorables dans un laboratoire de recherche et développement. Elle a pu identifier, dans ce contexte précis, des dimensions perceptives, émotionnelles, intellectuelles, communicatives, collectives et organisationnelles. Alors c'est marrant parce qu'on va retrouver les ingrédients que moi j'ai identifiés de manière un peu empirique, disséminés à droite à gauche. Par exemple, le social dans la dimension collective, la nouveauté dans le fait de participer à un projet pionnier, qui est une sous-partie de la dimension perceptive, etc. Elle a de son côté identifié beaucoup d'autres sous-aspects, mais dans un contexte bien spécifique, celui d'un laboratoire de R&D. Et je vous invite à aller lire sa thèse si ça vous intéresse, parce que l'épisode n'est pas encore sorti. On est sur du gros teaser là, ça sortira le mois prochain. Par-dessus ces ingrédients clés, voici quelques petits toppings que je peux vous suggérer. Alors, d'abord, proposer si c'est possible des récompenses extrinsèques, des points, des badges, tout ce qui peut stimuler le système de récompense, ça peut aider. Ensuite, s'assurer d'avoir une forme de progression, dans la prise en main ou dans les scores si on a inséré de la gamification. La progression, c'est générateur de plaisir, ça s'apparente à une récompense. Générer un sentiment de familiarité avec le produit ou le service. Pour Gaëtan, par exemple, dans son bar à jeu, ça passe par le fait de tutoyer les clients. Profiter de la puissance de l'incarnation. Ça, c'est le fait d'interagir avec l'environnement ou le matériel, et ça favorise la mise en mémoire. Et puis, porter attention à la fin de l'expérience, car c'est ce dont on se souvient le plus. Par exemple, on va avoir un meilleur souvenir d'une expérience qui en moyenne était bof, mais s'est terminée agréablement, que pour une autre qui en moyenne était meilleure que la première, mais qui s'est terminée de manière catastrophique. Ça, j'ai malheureusement pas d'extrait de podcast qui en parle, car c'est un sujet qu'on avait abordé en préparant un épisode et qu'on a oublié d'aborder pendant l'enregistrement, mais je trouve ça fascinant, je vous mettrai un lien en description. Enfin, en fond de pâte de notre gâteau d'expérience mémorable, ce qui va pouvoir jouer, c'est d'avoir ce que j'appelle une UX transparente, pas de friction, et donc pas l'occasion de mémoriser des points négatifs. Pour ça, il faudra bien entendu satisfaire l'attente des utilisateurs, que ce soit par rapport à ses besoins qu'on aura identifiés dans la phase de discovery, mais aussi en évitant de créer une attente qu'on ne serait pas capable de satisfaire, avec les campagnes de communication notamment. On fera attention également à s'adapter aux différents profils utilisateurs, novices, experts, mais aussi ceux qui vont lire toutes les petites lignes par rapport à ceux qui veulent découvrir très vite. À respecter les codes et les schémas mentaux des utilisateurs. Alors là, ça implique de bien connaître et de bien comprendre les utilisateurs, d'où l'importance à nouveau de la discovery et de l'évaluation. À avoir évidemment une bonne gestion des erreurs et à présenter les infos au bon moment pour éviter la surcharge cognitive. Tout ça, c'est des règles de base de l'ergonomie numérique, décrites dans les critères de Bastien Escapin notamment. Et c'était amusant de constater que Nadine Ravel, la chercheuse en neurosciences sur la mémoire, m'a spontanément cité tous ces éléments comme des facteurs de réussite d'une mise en mémoire. Voici un extrait de l'épisode avec elle qui résume assez bien tout ce que je viens de vous dire. Il y a le plaisir waouh, première expérience, peut-être très basé sur une ergonomie fluide, un esthétisme, des choses nouvelles. Donc là, c'est l'effet waouh. Ensuite, je le reprends le lendemain. Je me rappelle de choses, donc j'ai progressé. Le produit me montre ma capacité à progresser finalement. Ouais. Et ça me récompense. Et puis après, je deviens expert. Et là, je peux vraiment explorer le produit de manière... il doit offrir aux experts aussi une manière d'explorer le produit qui est satisfaisante. Sinon, il peut y avoir une espèce de lassitude. Donc, si on se résume, il y a vraiment le levier de provoquer quelque chose au moment de l'encodage, avoir quelque chose qui peut évoluer, voire même qui peut donner une certaine liberté aux gens qui seraient experts de l'utiliser de façon différente. Ouais.
Conclusion. Pour résumer, concernant les outils nécessaires pour créer des expériences utilisateurs mémorables, c'est globalement les mêmes partout, avec plus ou moins de cadres et de méthodes selon les domaines. Ça va être l'observation, les interviews, le brainstorming, les tests utilisateurs. Tout cela permet de comprendre les utilisateurs et le contexte dans lequel l'expérience s'inscrit. Ce que je retiens personnellement comme bonne pratique, c'est le fait de varier les méthodes d'idéation, chercher le volume plus que la qualité dans un premier temps, laisser la place au changement, évaluer à chaud mais aussi à froid, et soigner l'expérience employée. Du côté des ingrédients, la recette miracle, il semble que l'idéal serait de conjuguer émotion, nouveauté, impact positif sur la personne, lien social et stimulation intellectuelle. Le tout saupoudré d'une bonne dose d'ergonomie transparente, une poignée de récompenses intrinsèques, un zeste de progression individuelle, un soupçon d'incarnation et une pincée de familiarité. Une autre manière de conclure, ce serait de résumer chaque épisode des porteurs de projet avec la spéciale sauce de la personne, selon moi, car ça forme une belle série de recommandations, je trouve. Alors pour Charles, des Explore Games, ce serait de se rattacher à quelque chose de connu qui va évoquer une émotion positive. Pour Fanny, dans la BD, impliquer les utilisateurs pour les embarquer dans un projet commun. Pour Aurélie, dans l'automatisme, observer ce qui se passe sur le terrain pour adapter la conception aux contraintes des usagers et former les usagers. Pour Océane et Grégoire de l'entreprise en santé, avoir une vraie stratégie user-centrique visible de l'extérieur et s'appliquer à soi-même la notion de test and learn. Pour Bertrand dans l'urbanisme, tenir compte de tout l'écosystème et s'adapter au contexte spécifique pour atteindre l'harmonie. Et pour Gaëtan du Barrageux, dépasser les attentes en travaillant l'esthétisme, créer une ambiance chaleureuse et proposer de la nouveauté à chaque visite. À ça, j'aimerais ajouter 3 extraits des personnes issues de la recherche, à qui j'ai demandé quelle était la clé du succès pour créer des expériences mémorables selon elles. Voici la réponse de Guillaume, chercheur dans le domaine de l'UX. Dans tous les domaines, pour moi, la clé, c'est de créer un effet waouh, en fait. C'est de créer de la surprise. Et je pense qu'à partir du moment où on a de la surprise, on peut créer n'importe quelle expérience. Une surprise positive, bien sûr. Celle de Charlotte, la consultante et docteur en neurosciences. Donc pour moi, c'est vraiment l'émotion. Il faut se dire qu'à chaque fois que toutes les actions qu'on fait, les comportements qu'on va avoir au quotidien, c'est un petit peu pour avoir sa dose d'émotion, c'est-à-dire une récompense, avoir du plaisir, avoir une certaine facilité à réaliser la tâche ou ce comportement-là, et puis surtout en recueillir du plaisir, une émotion positive, et voire même de la reconnaissance et un lien social assez fort. Donc moi je dirais que ce seraient les émotions vécues à plusieurs, le plus collaboratif possible, en tout cas dans la mesure du possible, pour pouvoir ensuite rire et partager ensemble ces émotions positives, en tout cas qu'elles soient encore plus importantes pour nous, et que ça puisse en faire des expériences mémorables dont on reparle ensuite collectivement. Et enfin, celle de Stéphanie, chercheuse sur la thématique de la créativité dans l'ingénierie. En fait, pour moi, une expérience mémorable, je pense qu'elle peut ou elle doit créer une stimulation intellectuelle chez la personne. Deuxième dimension, la dimension sociale. Je pense que ce qui fait quelque chose de mémorable, c'est aussi quelque chose qu'on va pouvoir partager, dans lequel on va s'identifier, et donc qui fait référence quelque part à notre humanité en tant que dans sa dimension collective. Ensuite, il y a la dimension affective, qui est celle qui effectivement nous fait vibrer et va aussi ancrer des moments mémorables dans notre vie. C'est les émotions qu'on ressent. Et puis, j'ai envie d'ajouter quelque chose qui est un peu moins fondamental en psychologie, qui est un peu plus cortical, on va dire. C'est la notion de valeur. En fait, une expérience mémorable, c'est aussi quelque chose qui va avoir du sens pour nous et dans lequel on va reconnaître notre propre système de valeurs. Je vous remercie de votre écoute et j'en profite pour remercier également Sogilis qui m'a accompagné sur toute la saison 1 du podcast et qui continue de me soutenir encore aujourd'hui en me mettant à disposition un lieu et du matériel pour enregistrer. Merci à toutes les personnes que j'ai interviewées dans le podcast qui font la richesse de celui-ci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, à le partager autour de vous, à vous abonner et à aller écouter les autres épisodes. L'expérience utilisateur, c'est un sujet un peu de niche, j'ai très peu d'abonnés et quasiment aucun commentaire. Le comble pour quelqu'un qui jure que par les feedbacks utilisateurs. Donc si vous voulez me témoigner votre intérêt ou me faire des retours constructifs quels qu'ils soient, vous savez quoi faire. Le podcast continue avec une interview d'une chercheuse en design le mois prochain. Et d'ici là, continuez à imaginer des expériences utilisateurs mémorables.